Bonsoir, déjà merci de m'avoir accueilli chez toi à la Chaise Dieu pour cette interview. Diable, la chaise diable. Ouais, ok, Chaise Diable si tu veux. Comme tu le sais, on a fait le clip ensemble l'année dernière, c'était plutôt bien passé, on était contents du résultat. Et à l'époque, on discutait un peu, on se disait que ce serait pas intéressant de pousser l'expérience un peu plus loin, sous une forme d'interview ou autre, pour parler de certains aspects plus ou moins méconnus du groupe ou mal compris. Et là, on en profite que le fait que tu as un album qui sort, c'est une actualité pour lancer ce projet-là. Et donc nous y voilà, on va y aller si tu veux, tout de suite maintenant, hein. Et la première question que j'ai envie de te poser en te voyant, en fait, c'est pourquoi cet accoutrement? Pourquoi cet accoutrement? Parce que je suis trop timide, j'arrive pas à affronter la caméra, donc voilà, ça me permet de me sentir plus à l'aise. Après, on porte tous un masque dans la vie. Ça va pas changer le contenu de ce que je vais te dire. Ok. Ok. Euh, donc là, on est bien dans ta cuisine. Hmm. Si je vais manger, j'écoute mes CD, j'écoute les mix de Peste Noire aussi. C'est ici que la pochette de l'album a été prise. Voilà. Je reconnais effectivement, ça n'a pas beaucoup changé depuis. En parlant de cet album, donc La Chaise Diable, maintenant que ça fait quelques mois qu'il est sorti, qu'est-ce que tu peux nous en dire avec le recul, hein? Bah, c'est même pas avec du recul, c'est que dès la base, c'est un album textuel. Le texte a quasi plus d'importance que la musique, même si les deux vont ensemble. Mais la musique est plus un support avec des longs riffs assez répétitifs qui reviennent constamment pour laisser de la place au texte. Bah, un peu comme dans le rap où des samples tournent en boucle. Voilà, donc je comprends que les étrangers aient moins accroché vu que tu rentres dedans que si tu rentres vraiment dans le texte. Après, pour le côté monotone et chiant des riffs, c'est des textes qui parlent de l'ennui campagnard, de la monotonie, donc c'est normal que les riffs soient monotones aussi, quoi. C'est pour faire coller la forme avec le fond. Ouais, effectivement, je suis plutôt d'accord avec ce que tu viens de dire. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai ressenti l'album lorsque je l'ai écouté. Mais toi, en fait, pour ce que tu en sais, comment cet album a été reçu globalement? Bah, comme tout le monde, hein, déjà, je vois les chroniques d'internet. Après, il y a deux niveaux, vraiment. Il y a juste entre le réel et internet, quoi. J'ai énormément bougé sur des concerts cet été, là. La plupart des gens qui me reconnaissent, ils viennent me parler. L'album, comme par magie, ils l'ont tous adoré. Alors, c'est peut-être qu'ils sont sincères. Le truc, c'est que ça fait énormément contraste avec les chroniques d'internet qui, elles, sont la plupart du temps tièdes, voire assassines, quoi. Voilà, donc. Soit les gens qui viennent me voir disent ça pour me faire plaisir, parce qu'ils sont contents de me voir, ils aiment Peste Noire en général. Et le dernier album, tu vois, c'est un peu la phrase d'accroche. Soit, comme c'est énormément le cas en France, les chroniques sont des chroniques perso, de mecs qui se vengent sur ta personne parce qu'ils ont les boules que ton groupe a plus décollé que leur petite bouse, hein. C'est souvent le cas, malheureusement. Et du coup, en fait, si je t'écoute bien, pour toi, tout ce qui est chronique, reviews, ad nauseam, où les mecs régurgitent sans arrêt des trucs autour des albums, c'est quelque chose qui a plus grand intérêt aujourd'hui ou Déjà, ça peut avoir de l'intérêt, mais ça a moins d'intérêt que dans les années 80 où vraiment t'avais besoin des magazines pour te faire aiguiller, où tu t'échangeais des cassettes qui étaient copiées. Ensuite, ouais, on est à l'ère d'internet aujourd'hui, dès que t'es sur YouTube, t'as pas besoin de l'avis de geeks et de nerds pour te faire un avis sur une musique, hein. Ouais, les chroniques que j'aime bien aujourd'hui, c'est vraiment les chroniques qui donnent des clés de lecture, genre, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein. Un disque de black metal sur l'œuvre de Lovecraft. Si le chroniqueur connaît très bien Lovecraft et qui peut aiguiller les auditeurs, pourquoi pas. Ouais, pour la Chaise Diable, il y a un mec sur Ghost of Darkness qui connaît vraiment les environs de la Chaise Dieu, ouais. et qui a parlé, qui a donné des détails précis. Ah, tu vois, je cautionne totalement, c'est pédagogique, quoi, quelque part. Voilà, alors sinon, la plupart des chroniqueurs, en général, ils chroniquent leur propre goût, hein. Ils se chroniquent eux-mêmes, en général. Ah, c'est ça.
Donc aujourd'hui nous sommes chez Ardraos et comme vous pouvez le voir, c'est un endroit qui est un peu particulier. J'aurais aimé que tu me racontes un peu où on est exactement. Donc au départ, c'est un prieuré qui date du XIe siècle, comme l'église romane qui est juste à côté. C'est un bâtiment qui a été remanié un petit peu au fil des siècles, qui a été transformé en exploitation agricole, mais qui conserve encore certains éléments assez remarquables. Donc voilà, c'est un bâtiment que j'ai racheté il n'y a pas longtemps à un propriétaire étranger. Et du coup, je trouve que c'était aussi, pour moi, personnellement important, en tant que Français, en tant que Bourbonnais, de pouvoir se réapproprier une partie de notre patrimoine qui est trop souvent un petit peu dilapidé aux mains d'acheteurs étrangers. Ouais. En plus de ton groupe, tu gères aussi ton propre label, Amélie Harlequin. Donc nous voilà ici dans les locaux du label. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler du fonctionnement de ce label? Ouais, déjà, un principe de base, c'est que je fais pas de vente en gros. J'en ai fait par le passé, mais les labels passent leur temps à gratter des réductions sur des prix qui sont déjà réduits, chercher des licences officielles sur des t-shirts et vinyles. Alors que je leur répète constamment que je garde un monopole total sur mes productions. Pareil pour les concerts. Je leur dis qu'on n'est pas prêt, les mecs sont toujours en train de relancer. Donc je perds plus de temps à leur répondre qu'à envoyer des colis. Voilà, donc je leur dis sans agressivité, les mecs ils font leur job, ils cherchent à vendre des CD et tout, y a pas de souci, mais c'est pas la peine de m'écrire. Ouais, Non, juste pour finir, c'est pas la peine de m'écrire, je répondrai pas. Non, mais je réponds uniquement aux mails concernant les suivis, les mecs qui ont acheté. Ouais, les clients quoi. Ouais, les clients, les mecs ils ont payé Ouais, c'est normal. le truc. Ouais. Après là je suis au petit soin, Mais du coup, en fait, vu que c'est un truc qui doit te prendre un temps de dingue, est-ce que tu as réfléchi à sous-traiter tout ça à quelqu'un d'autre et du coup pouvoir te concentrer sur vraiment les choses pour lesquelles ton temps est vraiment intéressant quoi? Ouais, mais en fait à la base j'étais pas contre, je l'ai même fait, et si tu veux, même pour en avoir parlé à mes potes finlandais, à partir du moment où tu files le master et l'artwork, les types ils en font ce qu'ils veulent, hein. Ils vont te dire voilà, on limite le CD à 500 copies ou 1000 copies, ils en vendent 4000, et ils te filent un pourcentage sur 500 ou 1000. Donc on n'est pas des multinationales, on peut engager des procès internationaux. On n'a pas vraiment d'outils de contrôle quoi. J'ai fait ça avec les Canadiens de Transcendental, passé un temps quand l'ordure est sortie. Je leur avais quasiment vraiment tout filé. Hein. Ouais, Division Amérique. Oui, donc voilà, c'est ça. C'était Transcendental Création qui s'occupait de faire la division américaine de la mini Harlequin pour distribuer l'ordure sur le territoire donc US, Amérique du Sud, Amérique centrale et Canada. Et les mecs, je leur avais filé le master de l'ordure. Je crois qu'ils avaient foutu 50 € dans l'artwork, parce que je leur avais demandé un petit geste, il m'a coûté 1000 boules moi, l'artwork de l'ordure. La possibilité de faire des suites, tu vois comme les suites sont demandées aujourd'hui, les t-shirts, les pulls, ce qu'ils ont fait. Hein. Et donc bon, moi j'ai laissé faire, et au bout d'un an, les mecs, il dit bon, tiens, ta rétribution, voilà, t'es oh, rien non. C'est ce que je fais en 3 semaines depuis que... Ouais, donc c'est vraiment rien à voir. Quoi. Ouais, mais en fait, si tu veux, c'est ce que je fais en 3 semaines tout seul aux États-Unis, alors que je fais pas de vente en gros. Eux s'occupaient des ventes en gros. Donc là, j'ai compris qu'ils m'avaient niqué. Je leur ai dit, bon, on arrête tout. J'ai pas fait de scandale, j'en ai pas parlé publiquement sur internet ou quoi que ce soit. En leur faisant confiance, en pensant qu'ils allaient arrêter de vendre mes produits. Forcément, ils ont jamais arrêté quoi. Et puis ouais, il n'y a pas vraiment de moyen, à moins de faire un méga procès. Mais comme tu disais, multinational, quoi. Pour ça, faut les reins solides. J'ai même pas l'argent pour payer un avocat pour faire un procès. Par contre, là, pour le coup, je profite de l'interview pour m'adresser directement à eux. C'était un truc à leur dire, vas-y. En toute amitié, foutez un pied sur le territoire européen et je viendrai vous mettre une petite surprise dans le cul directement. Du fait de cette escroquerie, considérez la version justement qui vendent de l'ordure comme un bootleg. J'aimerais bien qu'en post-prod on puisse mettre la référence, ça, la matrice. Ouais, mais la matrice de la version officielle, c'est-à-dire la mienne, Amélie Harlequin France,
pas de problème. Donc toutes les personnes qui veulent s'assurer que leur version n'est pas un bootleg, donc à regarder l'écran en ce moment. Je pense qu'ils Après, auront les la gens ils référence. font ce qu'ils veulent, mais c'est juste une question de soutien. Les mecs ils ont rien fait hein, pour sortir l'ordure. Et j'aurais aimé que tu me racontes un petit peu comment tu es amené à devenir le batteur de Peste Noire et en gros comment tu as rencontré Famine, comment ça s'est passé. On s'est rencontrés sur un concert, il me semble, à Clermont. C'était il y a quelques années, et donc à l'époque, j'avais pu lui donner une de mes démos de Sunopfer. Et du coup, on s'est recroisés, je pense, principalement sur les concerts d'Auriat, puisqu'il aimait bien ce groupe. Et par la suite, donc, il est venu s'installer en Auvergne. Et il m'a contacté donc mi-2012 en me disant qu'il cherchait un batteur pour enregistrer son 5e album, donc l'album Peste Noire. Et à partir de là, la connexion s'est faite, on a pu enregistrer l'album, vu que ça nous rapprochait géographiquement, on va dire déjà. Ici on est dans la tour d'enregistrement du studio de la Minière Lequin. C'est ici que j'enregistre le chant, je fais mes mixages, que je bosse actuellement les lives. Ah bah justement, les lives, c'est un sujet dont je comptais te parler parce que je pense que c'est quelque chose qui est très très attendu par beaucoup de monde. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Ouais, déjà à la base, il faut partir du principe qu'on est que deux dans Peste Noire. Ouais. Florian, qui est donc un hard house, qui fait la batterie et qui compose ses lignes d'accordéon. Moi, je fais tout le reste. Guitare, basse, chant, texte, composition, etc. T'as Audrey qui vient de temps en temps participer pour faire des voix féminines. Et comme on est que deux, on a constitué un line-up live à côté pour faire des concerts, tout simplement, avec des potes là, de groupes frères comme les Movies ou Sangel. Il y a aussi Torvald de Bezmash qui va me seconder au chant. Parce que c'est vrai que sur les derniers Peste Noire, il y a énormément de jeux de questions-réponses, beaucoup de doublage de voix. Ça permettra d'avoir plus de... Ouais, d'avoir un meilleur rendu, en fait, plus fidèle en live, du coup, des compos, quoi. Ouais, d'abord ça, et ensuite le fait d'alterner, si tu veux, on va pouvoir prendre chacun un peu des pauses, reprendre le souffle, il y aura plus de patates au final. Voilà pour le line-up, et ensuite on vient de trouver un mec que j'ai rencontré sur le Fall Off là, qui est un ingé son, qui va sonoriser absolument tous les concerts. Et, comme c'est un pianiste, il tapera des parties d'orgue à distance sur un petit clavier. Cool. On est au complet maintenant, il ne reste plus qu'à monter sur scène. Mais vous aviez pas déjà fait, vous, des concerts, genre vers 2007, 2008, un truc du genre? Si. En fait, on avait fait une tournée au Canada. Et à l'époque, c'était... à l'époque, c'était vraiment une aubaine de pouvoir faire 13 dates comme ça pour un groupe de black metal au Canada. Donc on avait décidé de sauter sur l'occasion, mais c'est vrai que j'ai ce regret d'avoir fait très peu de dates en France, alors que pour moi, c'est vraiment le meilleur public. Un public de... Les Français, ils ont toutes les tares du monde, mais au niveau de la réception de la musique et tout, les gens bougent énormément, ils deviennent possédés, ils chantent les titres. Ouais, c'est vrai que j'ai fait pas mal de concerts en Scandinavie, les mecs sont hyper statiques, voire chiants. Ouais, ils ont vraiment cette réputation de... Ouais, on avait fait un concert en Russe, là pour le coup ça s'était bien passé, mais après pour ceux que j'ai fait, pas pour Peste Noire, les concerts où j'ai assisté en simple spectateur, c'est assez mou du gland. Du coup, on est parti, je pense, pour faire au moins 8 concerts en France avant d'en faire à l'étranger. Juste, si je peux me faire passer le message, les mecs qui proposent des plans à l'étranger et tout, de pas m'écrire avant mars 2016, parce que le temps qu'on fasse nos concerts en France, je pense qu'on sera opérationnel d'ici début 2016, avec un peu de chance, un tout petit peu avant.
Et après, une fois qu'on aura fait, je dis 8 concerts en France, on attaquera à l'étranger. Bon, t'es qui toi du coup? On connaît sous le nom de l'autre bière. Ok, je vois un peu mieux, mais par contre c'est vrai que c'est probablement un nom qui est pas forcément très connu chez tous les amateurs de Peste Noire. Du coup, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur comment t'as gravité autour du groupe, comment t'as rencontré Famine et ainsi de suite? On se connaît avec Famine depuis 2002, après Macabre Transcendance. On s'est rencontrés au concert d'Atraxia à Avignon, au pied du Palais des Papes. Donc après, j'ai fait maintes broutilles, notamment... J'avais une émission de radio à l'époque qui s'appelait Les Chants de Maldoror et un extrait s'est retrouvé sur Folk Folie. Après, j'ai joué de la vielle sur l'album éponyme en 2013. Et donc depuis beaucoup d'années aussi, on s'occupe de la revue. J'ai dit effectivement cette fameuse revue dont on parlait tout à l'heure, je pense qu'il y a pas mal de monde qui se demande où ça en est. Ça fait un projet qui est en cours depuis pas mal d'années. Où ça en est exactement là? Bah ouais, c'est un peu l'Arlésienne quoi, ça fait même années qu'on s'en occupe quoi. Donc j'ai fait beaucoup d'interviews. Et au final, on avait tellement de matériel que j'ai décidé d'en faire trois exemplaires. 3 chapitres en fait, si tu veux quoi. Et le premier chapitre sera dédié à la vieille scène française du black metal en France. Donc à l'époque ça se caractérisait par 2 gros courants. Le courant du NSBM, c'est-à-dire le black nocif et subversif, et le black plus satanique, misanthropique des Black Legions. Bon après bien sûr il y a d'autres groupes, le black metal est un genre riche, il n'y a jamais eu d'évangile selon Euronymous pour dire le black metal soit comme ci, pas comme ça quoi. Et pour couronner le tout, il y aura la première partie du manifeste de Peste Noire. Donc bien sûr un contenu bien subversif, tout l'esprit Charlie quoi. Enfin plutôt Charlie Amoras, Charlie Mortel quoi. Famine est un univers assez particulier au sein du black metal français et en général. Toi qui venais un peu d'un univers pas toujours similaire, comment est-ce que tu as réussi à te l'approprier, à rentrer dedans, à le faire tien en fait parce que t'es vraiment membre à part entière du groupe, c'est toi qui composes la batterie, t'es pas juste un simple exécutant, comment ça s'est passé? Donc il y avait déjà un petit point commun avec ce que moi je fais au niveau personnel, donc Peste Noire qui a toujours ce côté un petit peu médiéval, occultiste, sombre et crasseux. Donc en tant qu'ensuite musicien, le style collait parfaitement à mon jeu de batterie. On a aussi également pu travailler des parties d'accordéon puisque c'est l'instrument par lequel j'ai commencé la musique. Donc ça je lui avais proposé au cas où s'il voulait en mettre un petit peu vu qu'il y en avait déjà sur l'ordure. Voilà, donc c'était des choses intéressantes à travailler musicalement. Et puis au niveau, c'est sûr que c'est un niveau d'univers assez particulier. C'est Famine qui développe un petit peu tous les concepts, mais on arrive à se rejoindre sur pas mal de choses, sur le côté bien sûr médiéval, sur le côté politique, et sur le côté vraiment nationaliste de notre musique. Il faut partir du principe que tout est gratuit. Au niveau de l'audio, au bout de 2 jours, tu sors un album, c'est sur internet, c'est téléchargeable gratuitement. Moi, je fais ça. J'essaie de faire ça bien, tu vois, je propose de beaux objets et tout ça, mais genre, quand les mecs ils achètent, je considère ça comme un soutien au groupe et c'est des achats militants. Et derrière, tu vois, ça coûte 30€, c'est un produit qui est superbe. Moi, quand je suis un fan du Cœur Montjoie Saint-Denis, le CD, je vais le payer 20€, je vais pas venir chialer, le truc est horrible. Alors c'est le CD de base quoi. Ouais, c'est le CD de base, je le paye 20€, mais je comprends que derrière, les mecs, c'est des indépendants. Ouais, c'est des petites séries, du coup les coûts de fabrication sont beaucoup plus chers qu'on pourrait avoir sur une grosse prod où ils vont tirer 5000 CD ou 10 000 CD d'un coup quoi. Bah, tu sais, justement, la belle casquette que j'ai sur la tête, je l'ai vendue au Hellfest. Ça, c'est limite, et je l'avais limité à 100 copies. Ouais. Donc forcément, le coût de fabrication est cher, tu vois, parce que c'est ultra limité. Et je l'ai vendu au Hellfest, je me suis dit, je me trimballe toujours avec des produits. Et t'avais des espèces de gars qui étaient là, en train de tituber avec des... Je sais pas comment on appelle ça, tu sais, les espèces de grandes chopes là que t'as au Hellfest de 1 litre. Ouais, les pichets là. Ouais, les pichets, mais c'est un nom, enfin bref. Et les mecs étaient à moitié en train de décéder, et un bière que je vendais mes produits trop cher, la casquette coûtait 25€. Et les mecs, ils avaient un truc qu'ils allaient pisser genre 10 minutes plus tard, qui coûtait 18€. Ouais, c'est le prix du petit pichet qu'ils ont flingué en une demi-heure. Ouais, donc vraiment les mecs ils sont pas super raccords.
souhaiterais revenir avec toi sur l'idéologie véhiculée par le groupe. Premièrement, le satanisme, on y trouve de nombreuses références comme les croix inversées du logo, les textes qui parlent du diable ou le côté occulte des premiers albums. Par contre, certains croyaient aussi voir des références à NS, qui est pour le coup une moralité en opposition avec le satanisme, qui est le plus foutrarque. Donc j'aurais aimé savoir un peu où tu te situes exactement toi et déjà est-ce que tu es sataniste. Est-ce que je suis sataniste? Ça fait un peu pompeux de le dire comme ça. Je me considère comme un petit sataniste, ouais. Un sataniste de bac à sable, un diablotin, quoi. Je m'appelle pas Marc Dutroux, Guy Georges ou Emmanuel Valls. Disons que je pratique un satanisme de basse intensité au quotidien pour me fendre la gueule, mais ça va pas chercher plus loin, quoi. Satan, c'est plus du tout subversif. Satan, ça fait 150 ans, les mecs, ça fait 150 ans que le catholicisme est foulé aux pieds par le judo-maçonnisme de la République. Ça, c'est pas moi qui le dis, ça, c'est les historiens, ça. Donc, il faudrait peut-être trouver une autre cible pour redevenir subversif, si tu veux. Et pour toi, c'est vraiment rentré dans les mœurs, c'est quelque chose qui s'est totalement banalisé, du coup, qui Satan, c'est quoi Satan, c'est quand Satan parade sur les podiums du Grammy Awards avec Vatain, est-ce qu'il fait vraiment encore peur? Quand Satan, il est joué sur les bateaux de croisière par l'Inquisition, est-ce qu'il fait encore peur? Quand Satan est utilisé par Hollywood, voilà, pour faire peur à personne, quoi. Non, Satan, c'est le mal, voilà. C'est le mal peut-être que métaphysique, certains l'ont employé du côté métaphysique, les orthodoxes. Mais nous, on est plutôt sur le côté du mal réel, vraiment d'une action sur le monde, de black metal qui a une action sur le monde, en fait. Enfin, plus récemment, on a pu te voir sur scène il y a vraiment pas longtemps, là, avec Shining sur Paris. Ouais. Comment ça s'est passé comment t'as vécu le truc, toi? Enfin... Ça s'est plutôt mal passé parce que j'ai le micro coupé pendant la moitié de la chanson, mais après ça m'a permis de me chauffer un peu, voilà, pour prendre un peu la température de la scène. Après c'est Shining, hein. Le titre est assez lent, il y a énormément de musique, très peu de chant. C'est un titre qui est assez difficile à faire vivre sur scène. Je l'ai fait pour faire un peu de promo parce que là c'est un pote. On s'en passe un petit bout là? Allez. Je préfère interviewer un mec intelligent qui pense pas comme moi qu'un abruti qui pense comme moi. Donc j'ai un côté élitiste, si tu veux. Et donc voilà, moi c'est plus l'esprit fanzine qu'on a dans cette revue. C'est-à-dire c'est comme à l'époque quand les groupes n'avaient pas peur de dire ce qu'ils avaient sur le cœur, en fait, vraiment dans les fanzines. Et donc cette liberté leur a été ôtée, on va dire, par les gros labels et le commercialisme, c'est-à-dire, voilà, les labels leur disent, bon, mais tu vas arrêter de raconter des conneries, ces saloperies là, dans ces fanzines, sinon tu ne seras pas vendu à la FNAC, quoi. Tu ne seras pas un métallienne, quoi. Donc c'est... Ouais, de la contrainte, quoi. Voilà, nous on est pour la liberté totale dans le genre, quoi. Moi sincèrement, voilà, moi j'ai honte de ce qu'est devenu le black metal, quoi. Le black metal pour moi, je pense qu'au niveau du grand public, il est associé maintenant à Pop Redemption. Je sais pas si t'as vu le film avec Julien Doré, là. Je l'ai vu. Là, c'est un gros bisounours, un mec, tu vois, qui va se faire torturer à la réalité par des racailles, en fait. Pour moi, c'est ça le black metal actuel, en fait. C'est une guimauve, sans compter tous les bobos qui sont arrivés, tous les hipsters, toute cette merde qui vient des États-Unis, là. Pour moi, ça me fait honte, en fait.
les premiers groupes, c'était des groupes pionniers, en fait, c'était vraiment une élite, quoi. C'était, par exemple, tu vois, en 93, il n'y avait que 44 albums qui sont sortis. 2013, 1744. Tu vois, c'était vraiment une élite de visionnaires, des gens qui étaient, par lesquels les archétypes de l'inconscient collectif, comme parlait Jung, s'exprimaient, en fait. C'était des gens qui exprimaient quelque chose, une musique qui avait du sens. Après, c'est devenu un divertissement, en fait, comme n'importe quel style de musique, quoi. Un divertissement, c'est-à-dire aucun sens. Le black metal pour moi ça devait être une musique qui a du sens, un peu comme la musique du Moyen-Âge, quoi, si tu veux. Je jouerai dans la ville tout à l'heure, tu verras, c'est Alphonse X, le sage, ça date du XIIIe siècle, et c'était à une époque où la musique avait encore du sens, quoi. Et donc ça, c'est quelque chose, c'est une sorte d'infusion qu'on retrouvera tout au long de la revue dans l'angle d'approche en fait de vos articles, je suppose. Tout à fait, on peut redonner la fierté au black metal, on va dire ce style que je connais maintenant, mais en fait il était quelque chose d'important à une époque, c'était vraiment ça influençait des gens, les gens voulaient carrément changer leur vie et vivre ce style de vie toute leur vie. À l'époque en 93, il y a des gens qui pensaient que ça allait durer et ils se sont sentis trahis par certains groupes qui ont préféré les gros billets. Le problème des gens, c'est qu'ils sont hyper binaires, quoi. T'as nazi, pas nazi, entre les deux, pour eux, il n'y a rien, quoi. Tu vois, il y a pas mal de NS black metal qui vont vraiment s'intéresser à Peste Noire pour le côté identitaire et patriotique, et qui vont de faire ranger Peste Noire dans la case NS, un peu par notre faute aussi, parce qu'on fait quelques clins d'œil sympathiques et provocateurs, mais c'est sûr, c'est ces mêmes gars qui vont venir nous chercher dans un premier temps et après nous casser les couilles parce qu'on déroge un peu à cette espèce de pureté morale exigée par le NS qui fait vite que les mecs vont venir te dire que t'es un traître à la race parce que c'est n'importe quoi, bouffer un kebab en 1993 ou que t'as enculé un travelot dans un club du 110 parce que t'étais trop bourré. À la base, bonjour. PN, c'est. Toi, tu peux continuer, y'a pas de souci. C'est ultra décadent dans les textes, ça pue le vice. Les mecs, c'est pas comme s'ils étaient pas avertis, quoi. Tu vois, les mecs du GUD, par exemple, que je soutiens à fond, c'est un mouvement que je respecte énormément, que je les avais proposé de jouer pour le Congrès des Nations à Paris. La proposition me fait vraiment plaisir. Moi, j'y suis allé en tant que spectateur, je respecte, je soutiens. Mais tu mets pas Peste Noire au milieu de familles nombreuses, de papis et de nesses que droit dans leur botte, ça colle pas, quoi. Après, je suis un gars simple, moi, je me complique pas la vie. Je pars sur des règles de base, j'ai 3 fondamentaux. Frontière, territoire, homogénéité raciale qui va pas exclure certains mélanges accidentels, exceptionnels. Pardon. Tant qu'il reste ultra minoritaire, ça va pas modifier la morphologie globale d'un peuple. Et dernier point, on baisse pas d'enfants. Après, au-delà de ça, j'ai pas de règles. Je suis pas un papy pétainiste. Il y a beaucoup d'anciens NSBM qui maintenant marchent dans les mains du capital, en fait. Les Black Legions, voilà, nés dans un caveau
dans des oubliettes de château, maintenant il parade sur Wellfest, tu vois, devant Jacques Villeray, tu vois, le mec déguisé en extraterrestre tu vois, dans la soupe au chou, là, tu vois, ou l'homme banane aussi, ou alors Spider-Man, tu vois. Non, on est vraiment tombé à un niveau qui est vraiment détestable et donc nous on veut redonner la fierté au black metal en fait. Noble cause. Bah écoute, je te remercie. Et du coup, cette revue, elle sort quand ? Ben, elle sortira bientôt parce qu'on arrive quand même au bout de nos peines, je pense là, et je pense que d'ici la fin de l'année, elle sortira. Bon après, elle sera peut-être qu'elle sera limitée parce que je vois pas trop de monde tellement intellectuel qui sera capable de comprendre le mélange de philosophie, de sociologie, de littérature, d'histoire qu'il y a dans cette revue. Donc elle sera assez limitée. Peut-être même à 5, c'est-à-dire les membres qui ont répondu aux interviews, quoi. Pour un peu plus que la même chose. Je suis un gros fan de DJ Himmler. J'en poste régulièrement sur la page Facebook de la mini Harlequin. Les gens prennent ça pour de l'humour. Je suis 100% sérieux moi quand je mets ça. Alors, les chaussettes Footix, oui, c'est des chaussettes qui étaient dans mes tiroirs, que j'avais quand j'avais la Coupe du Monde de 98, je sais plus quel âge j'avais. J'étais pas vieux, et je trouvais que de les ressortir pour cette occasion, ça faisait... Voilà, ça enrichissait un petit peu le clip au niveau du côté chauvin, le drapeau bleu, blanc, rouge, le côté beauf, quoi, vraiment beaufry, football, enfin voilà, quoi. C'était vraiment dans cette optique-là, quoi, ouais. Bon bah tout ça m'a donné grand soif, je pense qu'on va aller rejoindre les autres, qu'est-ce que t'en dis ? Et bah c'est parti. On y va ? Quand je vois du vin, mis mon foie tourne, sur ce flacon m'a déclaré la guerre. Et jaillit ma gemme sur ta table en place, et que nettoie ta mère. Quand on boit du vin, mis la roue tourne, on se souvient bien du temps de nos frères. Mais t'es fier. Comme des snipers, ils n'avaient pas peur d'éclater leur tête, mais en fait, c'était bien. Quand on boit du vin, mis la roue tourne, on se souvient bien du temps de nos frères. Et t'es fier. Comme des seigneurs, ils n'avaient pas peur de coucher leur tête, même à 7 contre 20.